Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Marc Trombel, adjudant-chef, président de l'amicale des anciens légionnaires de Genève et sa région. Notre amicale a plus de 100 ans. Elle a été créée en 1918. Ça, c'est la photo de nos anciens de 1918 qui ont créé l'amicale. Vous voyez, c'est pas tout neuf. Alors nous, notre but, c'est d'aider tous les anciens légionnaires, jeunes, anciens ou pas, éventuellement à trouver un appartement, éventuellement à trouver du travail. Pour les plus anciens, qui parfois sont tout seuls, notre mission, c'est d'aller les voir quand ils sont à l'hôpital. Et puis aussi, évidemment, de les occuper quand ils vont rejoindre leur dernier bivouac. C'est obligé de rendre des honneurs militaires. Ici, vous avez donc le drapeau de l'amicale de Genève. Vous voyez, avec la flamme Légion. Sur cette table, vous avez mes attributs quand j'étais légionnaire. Mon képi blanc, ceinture bleue, cravate verte, épaulette de traduction. Et ça, c'est mon béret, mon vieux béret qui a fait des kilomètres en Afrique. C'est pour ça qu'il est plus tout neuf. Là maintenant, de l'autre côté, vous avez quelque chose qui est important pour nous, le code d'honneur du légionnaire. Juste pour vous situer. Légionnaire, dans des volontaires, servant en France avec honneur et fidélité. Ça, c'est l'article 1. Servant la France avec honneur et fidélité. Ça veut bien dire que la Légion, ce n'est pas un corps indépendant, c'est un corps qui est partie intégrante de l'armée française. Article 2. Chaque légionnaire est un frère des armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. De lui manifester toujours la solidarité et toi qui doit unir les mêmes dans une même famille. Donc, le commandant vous expliquera tout à l'heure, on a plus de 150 nationalités chez nous, toutes les races, toutes les couleurs, toutes les religions, et il n'y a pas de racisme chez nous. La seule chose qui compte, c'est la valeur de l'individu. Respectons les traditions, attacher à tes chefs la discipline et de la camaraderie. Sont ta force, le courage et de loyauté tes vertus. Voilà, vous voyez que c'est là aussi, c'est pareil. On est attaché à nos chefs, il y a le sens de la hiérarchie qui est très forte chez nous. Hein, c'est logique de respecter quelqu'un qui est supérieur à soi, quel que soit le grade. Le légionnaire va marquer un respect pour le caporal pour le caporal-chef, et ainsi de suite. Hein. On ne se tape pas sur le ventre, on ne se tutoie pas entre gradés et subalternes. Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue toujours élégante, ton comportement toujours digne mais modeste, ton casement toujours net. Voilà, la tenue chez nous, c'est quelque chose de particulièrement rigoureux. Soldat d'élite, tu entraînes avec rigueur, tu entretiens tes armes comme ton bien le plus précieux, tu as souci constant de ta forme physique. Voilà, donc, soldat d'élite, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a un entraînement qui est particulièrement intensif, de façon à être prêt à répondre n'importe quand, n'importe où nous enverra la France. La mission est sacrée, tu exécutes toujours jusqu'au bout à tout prix. Donc la mission est sacrée, on l'exécute jusqu'au bout, ça veut dire que jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Au combat, tu agis sans passion et sans haine, tu respectes les ennemis vaincus, tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blesses, ni tes actes. Marc, ça ne te rappelle rien? Le général Dufour qui disait aussi, hein, on respecte l'ennemi vaincu, qu'il soit civil ou militaire. On a repris ça aussi chez nous. Bien, donc là maintenant je vais remercier bien sûr Marc de nous accueillir ici. Il nous accueille, vous voyez, dans des locaux qui sont super bien. Et après, il y aura une verrée que la Maison du Four nous offre aussi. Je remercie tout particulièrement aussi Madame la colonelle, qui est la nouvelle attachée de défense depuis lundi dernier. Enfin, pas celui-ci, la semaine dernière. Vous voyez qu'elle tombe pas. Et elle vient spécialement de Berne pour nous voir ici ce soir. Je remercie
Linda Chevalier, qui est présidente de l'Union des Français à l'étranger. Je remercie Nicolas de Ziegler, qui est conseiller des Français à l'étranger auprès du consulat. Merci au président Studer de nous accueillir ce soir dans cette belle maison du Four. Merci au président Combet, qui est président de l'Amicale de Genève, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence. Je vous remercie, colonel. Vous venez à peine d'arriver et vous consacrez déjà vos premières heures à la Légion. La Légion vous en sera reconnaissante, sachez-le. Merci à vous tous qui êtes ici. Si je prends la parole devant vous ce soir, c'est parce que je suis un ancien officier de Légion. J'ai servi comme lieutenant et capitaine au 1er REC, le 1er régiment étranger de cavalerie à Orange, et j'ai aussi servi au 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane, la Guyane étant un département français qui se trouve en Amérique latine. Et puis je suis également le délégué de l'AFSAL pour la Suisse. Alors la Légion étrangère compte environ 10 000 hommes, et lorsque le légionnaire retourne à la vie civile ou rentre au pays, il lui est proposé d'adhérer à un réseau d'amicales dont la fêtière s'appelle la FSALE, F-S-A-L-E, Fédération des sociétés d'anciens de la Légion. La Légion étrangère compte à peu près 10 000 hommes, la FSALE compte à peu près 9 000 anciens. Les bureaux sont à Paris, et en France métropolitaine, les amicales se regroupent par département, et ces départements sont chapeautés par un délégué régional, qui est le plus souvent un officier. En Suisse, nous avons la chance d'avoir 3 amicales, une à Genève, une à Zurich, et une pour la Suisse romande, en dehors de Genève. Alors il est vrai, Président, vous l'avez dit, dans l'histoire de l'apparition des amicales à l'étranger, c'est bien l'amicale de Genève qui a été créée en premier à l'étranger, donc au sortir de la Première Guerre mondiale. Il y avait déjà d'anciens légionnaires suisses qui avaient créé des comités, des associations avant la Première Guerre mondiale, mais c'est bien au sortir de la Première Guerre mondiale que cette amicale à l'étranger est créée, la première donc de ce type. Et puis en 1920, c'est le maréchal Joffre lui-même qui fera le déplacement de Genève et il offrira le drapeau de l'amicale aux légionnaires qui sont présents. Alors il est vrai que beaucoup de Suisses ont servi à la Légion étrangère. Comme il est marqué là-haut, on estime, c'est assez vague, leur nombre à 40 ou 80 000. On reviendra là-dessus plus tard. Quel est le rôle des amicales et de l'AFSAL? Eh bien, comme vous l'avez dit, entretenir le devoir de mémoire. Il y a un volet social qui est très important, il y a un volet patrimonial, il y a un volet d'accueil. Un légionnaire qui rentre chez lui n'est pas toujours le bienvenu. L'amicale, c'est son port d'attache. Un légionnaire qui vient en Suisse peut trouver du travail, essayer de trouver du travail, même s'il n'est pas forcément suisse, auquel cas l'amicale peut essayer de lui donner un coup de main. Alors, mon propos ce soir, c'est pas de refaire toutes les batailles de la Légion étrangère. Je crois que toutes les semaines, il s'organise une conférence quelque part pour passer tout ça en revue dans un ordre chronologique extrêmement savant. Mon propos n'est pas non plus de refaire l'histoire des Suisses au service de l'étranger, mais ce que je vous propose, c'est une espèce de balade dans l'histoire militaire de la France et de la Légion. On va plus ou moins suivre un ordre chronologique, on va faire un peu des allers-retours, on va se promener, et puis je vais essayer de mettre en valeur un certain nombre d'événements, un certain nombre de faits marquants, un certain nombre de personnages, et puis je vais essayer d'insister, quand c'est possible, sur éventuellement la personnalité ou la présence d'un certain nombre de Suisses qui viendront s'inscrire dans cette grande histoire de la Légion étrangère. Alors vous le savez, la Légion étrangère a été créée par ordonnance royale le 10 mars 1831. À l'époque, c'est Louis-Philippe qui est roi de France, et il a un ministre de la guerre qui est le maréchal Soult. Alors je voudrais m'arrêter un instant sur Soult. Soult, c'est un personnage intéressant, parce que c'est un général doué, mais aussi parce que, comme tous les gens qui ont traversé cette époque compliquée, il est d'un opportunisme incroyable qui lui permet de manière inoxydable à résister à l'ensemble des régimes, et je vais rapidement évoquer sa carrière, parce que c'est quand même assez intéressant. En 1785, il s'engage comme simple soldat au Royal Infanterie. Et puis, la Révolution
vient percuter l'histoire de France, et là il se dit, oula, pas très bien, ce royal infanterie, il sent le vent tourner, et il s'engage dans un régiment au tropisme révolutionnaire très fort, qui est le régiment de Sambre-et-Meuse, qui est en fait essentiellement composé, on dirait aujourd'hui de Belges, mais les départements de Sambre-et-Meuse étaient des départements aujourd'hui situés en Wallonie. Et avec ce régiment très marqué par les idéaux de la Révolution, lui, l'ancien soldat du roi, il participe à la bataille de Fleurus, à la bataille de Valmy, et puis on le retrouve, après que Bonaparte ait pris le pouvoir, on le retrouve comme sergent, puis comme adjudant, puis comme capitaine dans un régiment de l'Empire, et il intègre assez vite l'armée d'Helvétie. Vous voyez qu'il y a un lien entre Soult et la Suisse. Il intègre l'armée d'Helvétie, il commande un bataillon, et il va participer à la bataille de Zurich et à la bataille de Frauenfeld, et il est de ce corps d'armée qui repousse les Autrichiens jusqu'au lac de Constance. Puis après, il va commander l'armée d'Allemagne, il va participer à la bataille d'Austerlitz, et c'est lui, parce que c'est un général doué, qui va emporter le plateau de Pratzen, et ça va être le moment de bascule de la bataille d'Austerlitz. Là, la bataille est gagnée. Et il fait partie de ces rares généraux de Napoléon qui seraient capables de commander une armée en l'absence de Napoléon. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Soult, il y a Davout d'Auerstedt, ancien officier d'Ancien Régime, et puis il y a un Suisse qui s'appelle Jomini, que vous connaissez tous. Jomini qui est un officier brillant, qui sert dans l'état-major de l'empereur, mais qui va se sentir un peu frustré et brimé de ne pas pouvoir s'exprimer à la hauteur de son talent. Et Jomini va décider de quitter l'empereur et va rejoindre le tsar et va combattre pour les Russes. Et lorsque Napoléon apprendra cela, il dira « Je viens de perdre mon double ». Ça signifie quand même qu'il avait la plus haute considération pour Jomini. Et puis Soult, bien évidemment, il avait une grande considération pour Soult également. Il le fera maréchal d'Empire, duc de Dalmatie, et puis ensuite, Soult commandera l'armée d'Espagne, résistera sur les Pyrénées en 1914, et quand Napoléon rentre de l'île d'Elbe, il se dit quand même que les jours de l'Empire sont comptés. Donc pendant les 100 jours, il sent le vent tourner, il ne s'empresse pas forcément de rejoindre l'empereur, il arrive à Waterloo avec un peu de retard, et les mauvaises langues disent que si Grouchy, avec son corps d'armée, n'a pas rejoint Napoléon à temps, c'est entre autres parce que Soult n'a pas voulu passer les consignes à temps. Soult profite de la loi d'amnistie de 1816 et se reconvertit comme père du royaume sous la Restauration. Et ensuite, il devient ministre de la guerre, il préside différents gouvernements, et en 1848, à la chute de la monarchie, il se réinvente un amour pour la République, et finalement, il termine, je dirais, retraité, avec un joli palmarès, un opportunisme de qualité, mais un personnage intéressant qui est assez significatif de ces gens qui réussissent dans des périodes assez compliquées. Alors, Soult, donc, est le maréchal et le ministre de la guerre de Louis-Philippe, et Louis-Philippe se dit que pour asseoir le prestige de la Restauration, il doit absolument se lancer dans un certain nombre de conquêtes. Et il se trouve que dans la Méditerranée occidentale, notamment, il y a des pirates, des barbaresques, des Turcs, des Algériens, enfin bon bref, des gens qui viennent d'Afrique du Nord, qui razzient les bateaux, qui prennent des esclaves, qui vont même s'aventurer jusque sur les côtes françaises au large de Toulon. Et en fait, Louis-Philippe dit, bon, il faut que ça cesse, on va rétablir la navigation de manière indépendante et autonome sur la Méditerranée, et pour ce faire, on va s'emparer de l'Algérie, parce qu'a priori, c'est de là qu'ils viennent. Et à l'instigation de Soult est créée donc la Légion étrangère, qui à l'origine a deux vocations principales. La première, c'est de permettre à des étrangers de servir la France. Et donc,
d'amalgamer des unités régulières métropolitaines françaises avec des unités d'étrangers. La deuxième vocation de la Légion étrangère, c'est en fait de fournir un contingent de militaires qui soit capable d'être projetés pour des guerres coloniales. Donc en fait des fantassins qui iront servir outre-mer. Il faut savoir qu'à l'époque, l'infanterie de marine existe déjà, ce qu'on appellera plus tard la coloniale, mais l'infanterie de marine n'est pas encore une troupe débarquée. L'infanterie de marine qui va marquer les belles heures de la conquête coloniale est encore une troupe embarquée, ce sont des fantassins sur des bateaux, et donc en fait on manque de savoir-faire. On n'a pas cette troupe qui permet avec agilité d'être engagé à l'étranger dans n'importe quel théâtre d'opération contre n'importe quel ennemi. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on crée la Légion étrangère, reprenant ainsi une tradition très ancienne du service des étrangers en France. Il y a des gardes écossais, il y a des régiments écossais sous l'Ancien Régime, il y a des régiments suisses, il y a des régiments polonais, hollandais. Les principautés allemandes qui forment ce qui n'est pas encore l'Allemagne fournissent tous des contingents à la France, dont le fameux régiment du prince de Hohenlohe, dont la tradition ou la marque de fabrique consiste à marcher à pas lents. Et plus tard, des héritiers du régiment de Hohenlohe vont importer cette tradition à la Légion. Et si à la Légion on marche à cadence lente, c'est parce que déjà les Allemands du régiment du prince de Hohenlohe le faisaient. Alors marcher à pas lents, ça ne veut pas dire qu'on traîne les pieds. Marcher à pas lents, ça veut dire qu'on maîtrise son temps, qu'on est maître de son temps, qu'on avance à la vitesse que l'on veut, même si autour de soi, tout le monde galope et tout le monde s'affole. La Légion marche à pas lents, sûr et déterminé. Et c'est un ensemble de petites choses comme cela qui forment la tradition légionnaire et que je vais essayer d'évoquer avec vous ce soir. Dans les régiments suisses, notamment, qui ont servi sous l'Ancien Régime, il y a un régiment que je voudrais un peu sortir du lot, c'est le régiment de Diesbach. Alors, des régiments de Diesbach, il y en a eu plusieurs qui ont été créés, dissous, recréés, avec des colonels différents. Mais le dernier régiment de Diesbach au service de la France, celui qui a été dissous au moment de la Révolution, avait comme devise honneur et fidélité. Et vous le savez, c'est la devise de la Légion étrangère, honneur et fidélité. Donc nous devons à les Suisses la devise qui fait notre renommée. Honneur et fidélité n'a pas été tout le temps la devise de la Légion. De 1831 à 1921, la devise de la Légion fut valeur et discipline. Sur les premiers drapeaux ou les premiers emblèmes de la Légion qu'on voit au musée militaire d'Aubagne, on voit cette maxime, valeur et discipline. Et puis, dans l'entre-deux-guerres, mais j'y reviendrai tout à l'heure, quand on essaie de réorganiser, de codifier le fonctionnement de la Légion, on se dit qu'on a besoin d'une devise qui est peut-être un peu plus percutante. Et on va chercher la devise du régiment de Diesbach. Par ailleurs, lorsque le général commandant la Légion étrangère, passe en revue les troupes, et lorsque la musique principale joue une marche particulière, qui est celle du général commandant la Légion étrangère, eh bien, c'est la marche du régiment de Diesbach. Donc vous voyez qu'il y a des liens anciens entre la Suisse et la France, et entre la Légion étrangère et la Suisse. Alors, la Légion est créée, et elle est envoyée en Algérie, en 1831, pour donc opérer cette conquête. Et puis assez vite, on crée 5 bataillons en métropole, qu'on va projeter en Algérie. Mais maintenant, il s'agit de savoir à qui on va commander le commandement de cet embryon de Légion étrangère. Et c'est là que Soult entre dans la danse, lui qui a des connexions à tous les niveaux, il se dit, il me faut un vieux soldat pour diriger cette troupe un peu compliquée, dans un contexte sans doute un peu inattendu.
et il va chercher Stoffel. Alors Stoffel, c'est un personnage intéressant, Christophe Antoine Jacques Stoffel, c'est un Turgovien, qui en fait s'est engagé dans les régiments de la Révolution à 14 ans, qui ensuite a gradé dans les régiments d'Empire, qui a même été anobli par l'empereur, il est baron, et on le retrouve colonel sous la Restauration, et Soult se dit, voilà, c'est ce type-là qui a fait toutes les campagnes d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie, qu'il me faut pour commander ces régiments. Donc Stoffel part en Algérie, et là, bien évidemment, c'est la conquête de l'Algérie qui commence. Il a en face de lui un chef doué, c'est l'émir Abdelkader, qui donnera pas mal de fil à retordre à l'armée française et à la Légion étrangère. Mais, voilà, le combat est un peu disproportionné. Abdelkader finit par être prisonnier. Et puis c'est une conquête lente de l'Algérie qui va se mettre en place, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Puis, on est dans les années 1840 à peu près. Et là commence une période un peu compliquée pour la Légion étrangère. Et je remercie le président Studer d'avoir parlé d'Oxenbein, parce qu'en fait, il va jouer un rôle important dans cette période un peu compliquée des années 1840-1850. En fait, la Légion étrangère, à ce moment-là, se compose essentiellement de deux régiments, mais deux gros régiments. Un premier régiment, qui est essentiellement composé de Français, d'Allemands et de Polonais, et un deuxième régiment qui est essentiellement composé de Suisses, à tel point qu'on dira que c'est la Légion suisse. Et puis, au même moment, il y a une guerre de succession qui éclate en Espagne. Une guerre de succession qui oppose deux branches dynastiques qui se querellent, et en fait le roi de France décide de prêter, de louer un des deux régiments à la couronne d'Espagne. Ce qui veut dire qu'un des deux régiments va combattre en Espagne et l'autre va rester en Algérie. En Espagne, ça ne se passera pas très bien. Parce qu'à partir du moment où on loue un régiment, on ne s'en occupe plus. C'est-à-dire que les Français ne payent plus les soldes des soldats, ne fournissent plus l'habillement, ne payent plus, ne fournissent plus de munitions. Et en fait, ce gros régiment de Légion est un peu laissé à l'abandon. En plus, les Espagnols l'engagent dans des combats qui sont farouches. Le régiment est presque décimé, quand finalement, au début des années 1850, il est rapatrié en Algérie. Et là, il y a en fait deux légions qui ont presque grandi en parallèle. Souvenez-vous que la Légion n'est pas ancienne, elle a été créée quelques années auparavant. Et ces deux régiments qui finissent par se retrouver ont deux colonels au caractère bien trempé, qui en fait ne veulent pas se laisser faire, et le régiment suisse est donc commandé par Oxenbein. Ancien homme politique, reconverti en officier, au tempérament assez ambitieux, et en fait, le régiment suisse porte des vareuses, essentiellement, porte un uniforme qui est essentiellement vert. Les vareuses sont vertes. Et le régiment, composé essentiellement de Français, d'Allemands et de Polonais, porte une tenue bleue et rouge. Alors les uniformologues diraient garant, c'est pas rouge, mais avec un rouge qui est prédominant. Et lorsque, à Paris, on se rend compte que les deux se querellent, à ce moment-là, on met tout le monde d'accord, et on dit qu'il ne peut pas y avoir deux légions. C'est pas possible. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas une première légion et une deuxième légion suisse. Il n'y a pas deux chefs de corps qui font absolument ce qu'ils veulent. On prend les deux, on amalgame l'ensemble, et on décide qu'à partir de maintenant, le rouge qui prédominait dans un régiment et le vert qui prédominait dans l'autre allaient devenir les couleurs communes de la Légion. Donc si nous portons des gilets verts, on le doit à la Légion suisse d'Oxenbein. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle en France? En 1848, la monarchie s'est effondrée, et en 1851, Napoléon III
prend le pouvoir. C'est donc le Second Empire. Alors Napoléon III est certainement un personnage méconnu, comme diraient les jeunes aujourd'hui, sous-coté. Napoléon III, il me semble, ne mérite pas la réputation pas forcément flatteuse qui lui colle à la peau. Alors il faut dire que Victor Hugo, dans ses pamphlets, n'a cessé de le dénigrer en l'appelant Napoléon le Petit, en référence à son lointain ancêtre, Bonaparte. C'est vrai que n'est pas Bonaparte qui veut. Mais Napoléon III, c'est quand même quelqu'un qui avait une vision assez moderne. C'est lui, par exemple, qui a créé des conditions favorables pour les ouvriers dans les entreprises. C'est lui qui a fait que la France, qui était une terre essentiellement rurale, raccroche les wagons de la révolution industrielle. C'est lui qui a décidé d'assainir les villes. Le baron Haussmann, c'est le préfet de Paris, sous le Second Empire. C'est lui qui va démolir les vieux quartiers, tracer des rues droites, mettre en place une politique d'assainissement, etc. C'était quelque part un visionnaire sur le plan économique et social, mais ce n'était pas forcément un grand stratège. Alors, les premières campagnes que décrète Napoléon III, ou la première campagne dans laquelle il va se lancer, c'est la campagne d'Italie du Nord. Et là, il va défier les Autrichiens. Et il y a plusieurs batailles importantes qui ont lieu, et notamment une bataille fameuse qu'on appelle qui s'appelle la bataille de Magenta, où la Légion va s'illustrer face à des Autrichiens bien plus nombreux, et le colonel de Chabrière, qui est celui qui a réuni les deux régiments pour commander cette nouvelle légion, va être tué sur le front de la troupe à Magenta. Cette campagne de Lombardie, c'est aussi cette bataille de Solferino, à laquelle assiste un homme d'affaires suisse qui passe par là. Il est un peu dépité par ce qu'il voit. Il assiste à la bataille, il voit qu'il y a des milliers de blessés qui hurlent, qui ne sont pas soignés. Il va voir les médecins français, les médecins autrichiens. Il arrive à les mettre d'accord pour que ceux-ci soignent les blessés aux mêmes endroits. Et puis à l'époque, il n'y avait pas d'infirmiers, pour ainsi dire. Donc il va chercher les villageoises, il installe un hôpital de fortune dans l'église de la paroisse la plus proche. Bon, vous me voyez venir, c'est Henri Dunant qui ainsi va poser les prémices de la Croix-Rouge avec d'autres. Alors cette campagne d'Italie, c'est effectivement une campagne qui fait que le Second Empire débute sous de bons auspices. On a repoussé les Autrichiens au loin, on a l'écho des Franches en Italie qui n'est pas encore l'Italie d'aujourd'hui, qui est encore une Italie morcelée, et on se dit qu'on va pouvoir jouir d'une espèce de forme de paix relative sur le continent. Le problème, c'est qu'à peu près au même moment, le roi de Prusse a des velléités importantes. Le roi de Prusse commence par mener une guerre éclair contre le Danemark, récupère le Schleswig-Holstein, ensuite il mène une guerre contre les Autrichiens, il gagne cette guerre à la fameuse bataille de Sadova, et puis Napoléon III se dit, chemin faisant, ah, ça commence à devenir un peu compliqué, l'Angleterre est tournée vers l'océan et vers la mer, mais si la France veut dominer ce continent, il va falloir qu'elle fasse attention à la Prusse. Et donc, contre toute attente, Napoléon III, qui vient de défaire les Autrichiens en Italie, tente de se rapprocher des Autrichiens en se méfiant des Prussiens. Et pour ce faire, il se dit, il faut que je fasse quelque chose pour me faire apprécier les Autrichiens. Il se trouve que, à la même époque encore, l'empereur d'Autriche nomme, avec l'accord de plusieurs pays européens, son frère, Maximilien de Habsbourg, sur le trône du Mexique. Improbable comme histoire. Qu'est-ce qu'un Autrichien va faire sur le trône du Mexique? Alors c'est une vision un peu particulière
de l'Occident de l'époque, qui s'imagine qu'on peut catapulter un aristocrate européen à la tête de n'importe quel empire, dans n'importe quel coin du monde. Mais il y avait déjà, chez certaines nations européennes, l'idée de contenir certaines velléités américaines. On avait déjà compris que l'Amérique était une puissance économique forte et qu'on se devait peut-être de l'encadrer un peu et placer quelqu'un d'une famille royale, puissante d'Europe au trône d'empereur du Mexique avec le soutien de pays européens était censé permettre une sorte d'endiguement des États-Unis. Bon, Maximilien part au Mexique, la mayonnaise ne prend pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, il n'est jamais présent comme il le faut dans ce pays. Il est par ailleurs marié à une princesse belge, la princesse Charlotte, avec laquelle il n'arrive pas à avoir d'enfants, donc en fait la succession n'est pas assurée. Il sort peu de son palais de Mexico, et surtout, il y a un peu partout des foyers révolutionnaires qui se mettent en place avec l'aide des Américains. Déjà, les Américains subventionnaient des mouvements révolutionnaires pour faire la nique aux Européens. Alors, là-dessus, sentant que Maximilien est dans une position fragile, l'empereur, Napoléon II, se rapproche de l'Autriche et dit « Écoutez, on va vous aider, on va envoyer un corps expéditionnaire au Mexique », et de ce fait, il espérait s'attirer les bonnes grâces de l'Autriche. Les Belges font la même chose, on le sait moins, mais la Belgique envoie un corps expéditionnaire pour sauver sa princesse. Voilà. C'est l'histoire de Cameron qui débute, vous connaissez ça par cœur. Nous sommes en 1863, il y a un détachement de la Légion étrangère qui fait route du côté de Veracruz, il tombe sur 2000 Mexicains, se réfugie dans une hacienda, résiste jusqu'au dernier. On vient de poser la première pierre de la reine des batailles de la Légion. On a là le mythe fondateur, celui autour duquel va s'organiser tout le roman de la Légion. Alors je reviendrai peut-être tout à l'heure sur les suites de ce combat. Il faut savoir que la campagne du Mexique n'est pas une réussite. Après 4 années de combat en demi-teinte, finalement la Légion est rapatriée en France, et puis en fait va éclater la guerre de 1870-71 contre la Prusse, à laquelle la Légion participe très peu parce qu'elle est essentiellement absorbée par les combats en Algérie, à l'exception de 2 régiments de Légion qu'on retrouve du côté d'Orléans et ensuite à côté d'ici, en Franche-Comté. À la fin de la guerre, ils sont démobilisés entre Besançon et Pontarlier. Un des lieutenants qui combat dans ces régiments est le lieutenant Pierre Carra, K-R-A, qui n'est ni plus ni moins que le lieutenant Pierre Karageorgevitch, le futur Pierre Ier de Serbie, le futur roi de Serbie, celui qui sera roi en 1914, quand la Première Guerre mondiale va éclater. C'est un homme extrêmement francophone, extrêmement francophile, et effectivement, les liens sont anciens entre la Serbie et la France. Il suffit de se rappeler que le corps expéditionnaire d'Extrême-Orient, qui en 1917 a foncé sur les Ottomans et sur les Autrichiens jusqu'en Serbie, et qui était commandé par Franchet Espéret, fait l'objet d'une littérature très importante en Serbie. Il y a des tas de statues qui notamment rappellent le parcours du général Franchet Espéret qui commandait ce corps expéditionnaire. Alors donc en fait, la Légion passe un peu au travers de cette guerre-là, de 1870, et ensuite on va la projeter en Afrique, dans différents endroits, notamment au Dahomey, où le pays est investi manu militari. Il faut savoir que la France se lance après la guerre de 1870 éperdument dans la conquête coloniale, pas forcément pour s'approprier des richesses, mais essentiellement par frustration et pour compenser la perte de l'Alsace et la Lorraine au profit de l'Allemagne. Donc la perte de l'Alsace et la Lorraine
encourage la France à se lancer effectivement dans cette conquête coloniale. Et puis là, assez vite, la Légion va mettre le pied dans un territoire qui leur a marqué jusqu'à jamais, c'est l'Indochine. Alors, il faut savoir que la France, en fait, se tourne vers l'Asie à partir du XVIIe siècle, déjà. Sous Louis XIV sont établis des comptoirs en Inde. Et un peu plus tard, au Cambodge, et au Vietnam, et puis en Chine. En fait, ces comptoirs, c'est quoi? Ce sont des ports qui permettent l'arrivée de bateaux, donc qui permettent de s'approvisionner depuis l'Europe, et qui sont des points d'ancrage faciles pour ensuite aller s'implanter plus loin dans le continent. Et donc des comptoirs sont installés un peu partout, on y envoie des diplomates, des missionnaires, des commerçants, et en Annam et au Tonkin, qui sont deux royaumes qui ne forment pas encore l'Indochine, qui sont des royaumes indépendants, en fait ces missions françaises sont plutôt bien accueillies. Plutôt bien accueillies. Et en fait, la colonisation se fait de manière assez lente, progressive, jusqu'à ce que, à un moment donné, et là on est dans les années 1880, 83, jusqu'à ce qu'en fait, des Chinois qui ont des velléités guerrières finissent par franchir la frontière, envahir les royaumes du nord du Vietnam. Et puis en parallèle, il y a des pirates qui en fait sont très présents sur la mer de Chine, qu'on appelle les pavillons noirs. Et là, les différents rois et empereurs d'Annam, du Laos, du Tonkin, du Cambodge, sollicitent la France et demandent à ce que la France envoie un contingent pour venir à bout de ces fameux pavillons noirs, de ces pirates et des incursions chinoises. Des combats incroyables que la Légion étrangère remporte, et notamment un combat, un de ses combats fondateurs, le combat de Thuyen Quang, où sont ravis plusieurs drapeaux de ces pavillons noirs, des grands oriflammes noirs, et le capitaine de Borély, qui en fait s'est saisi d'un certain nombre de ces pavillons, va les remettre à celui qui commandait la Légion étrangère à l'époque, en lui faisant promettre que ceux-ci devaient rester en Algérie, à la maison mère de la Légion, et si la Légion venait à quitter l'Algérie, il faudrait qu'ils soient brûlés. On y reviendra plus tard. L'Indochine, c'est la perle de l'empire colonial. L'Indochine est à la France ce que l'Inde était au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni avait installé un vice-roi en Inde. La France n'a pas fait de même, mais celui qui était gouverneur général de l'Indochine avait quasiment un rôle de vice-roi. Ce qui est intéressant, c'est que l'Indochine n'a jamais été gérée comme une colonie ordinaire. C'est-à-dire qu'on a toujours laissé les rois et les empereurs des différentes nations en place, avec à leur côté un gouverneur général, mais on a toujours essayé de diriger ces pays en parallèle avec les élites locales, et on a même été jusqu'à créer quelque chose de tout à fait nouveau, l'Union indo-chinoise. Sous-entendu que la France ne considérait pas l'Indochine comme une colonie qu'elle soumettait, mais comme un ensemble de pays associés. Et ça, c'est assez particulier, parce qu'il n'en va pas du tout de même au Sénégal, au Dahomey, en Haute-Volta ou ailleurs. Et c'est intéressant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les élites indo-chinoises vont très vite se convertir aux Français, vont très vite, tout en gardant leur tradition, se mêler aux commerçants, aux diplomates français. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles tous les Français qui seront mutés en Indochine ou qui feront une carrière en Indochine en garderont un souvenir ému. C'est un pays ancien, raffiné, avec des vieilles traditions. Et de là naîtra ce qu'on appelle le fameux mal jaune, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été en Indochine ramènent avec eux en France une espèce de nostalgie insondable
de ces paysages magnifiques, de cette espèce d'indolence, de ces pluies de la mousson, de ces nuages noirs, de ces fumeries d'opium, de ces filles qui sont belles et qui sont nombreuses. Voilà, le mâle jaune qui va être vraiment quelque chose de marquant dans cette Indochine, dans cette perle de l'Empire colonial. Après la conquête de l'Indochine, on arrive très vite au premier conflit mondial. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du premier conflit mondial, vous le connaissez par cœur. Je voulais juste vous signaler que plusieurs régiments de légion vont être engagés sur le front et qu'il y aura tellement de morts qu'à un moment donné, on est obligé de récupérer les reliquats des différents régiments pour ne plus en créer qu'un seul, c'est le fameux RMLE, Régiment de marche de la Légion étrangère. Et tout compte fait, la Légion étrangère va traverser la Première Guerre mondiale avec un seul régiment, et qui sera un régiment important, dans lequel vont servir des personnages de grand renom, et le RMLE finira la Première Guerre mondiale en tant que régiment le plus décoré de l'armée française. Le RMLE sera recréé au début du Second Conflit mondial, dissous de nouveau, et aujourd'hui c'est le 3e régiment étranger d'infanterie, qui est le gardien des traditions du RMLE, qui n'est plus le régiment le plus décoré de l'armée française, mais bon, voilà. Quand on a été le régiment le plus décoré après les combats de la Première Guerre mondiale, ça prouve quand même à quel point on s'est engagé. Dans ce RMLE, on retrouve un certain nombre de personnages intéressants, et notamment des artistes, des peintres, des poètes maudits. Hans Hartung, le peintre allemand, le surréaliste, a été légionnaire au RMLE. Nicolas de Staël, le grand peintre russe, auquel le musée de l'Ermitage à Lausanne a consacré une très belle exposition il y a quelque temps, était légionnaire au RMLE. Blaise Cendrars également, qui va être engagé en 1915 sur le front de Champagne, où il va perdre un bras. Voilà. Il y en a Alan Seeger, le poète américain, qui va mourir au Bois-Bello en 1918. Lui aussi, il était au RMLE. C'était une époque où les poètes maudits s'engageaient à la Légion étrangère plutôt que de vivre des subventions de l'État dans des squats. Voilà. Les temps passent, c'est comme ça. Mais il faut quand même savoir que tous ces gens-là avaient trouvé, avec le romantisme qui était le leur, une place qui leur convenait dans ce régiment de Légion. Régiment de Légion dans lequel on va aussi retrouver un Suisse emblématique, dont on a souvent entendu parler par ici, c'est le lieutenant-colonel de Tscharner. Alors Tscharner, c'est un Vaudois, il est né à Aubonne, il fait partie d'une famille qui a compté dans l'histoire militaire de la Suisse. Plusieurs de ses ancêtres ont été officiers au service de la France, au service du roi de Sardaigne, de la couronne de Hollande, une belle lignée militaire, une belle trajectoire de patricien, c'est un type racé, élégant, assez impétueux, et en fait, en 1915, il voit que la guerre fait ravage en Europe, et il s'embête en Suisse, et il a envie d'en faire plus. Et on s'aperçoit que ce mondain, ce dandy, finalement, va franchir le Rubicon et il va demander à être incorporé à la Légion comme officier à titre étranger. Et ce sera fait en 1916. Les mauvaises langues disent que l'état-major suisse était assez satisfait de se débarrasser d'un homosexuel notoire. Il faut quand même que je vous dise que l'homosexuel en question, le dandy, le mondain, va s'avérer être un des plus magnifiques officiers de la Légion durant la Première Guerre mondiale. Il va participer à tous les combats. Il va être cité à de nombreuses reprises. Et il va finir sa carrière au Maroc après la guerre en tant que lieutenant-colonel à titre étranger. Ce qui était extrêmement rare. Extrêmement rare. Donc Tscharner a su, à sa manière, être à la hauteur de la lignée et de la race qui était la sienne, celle des grands soldats suisses au service de la France. On arrive
petit à petit dans l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres est une période intéressante pour la Légion, parce que après la boucherie de la Première Guerre mondiale, on éprouve le besoin de se réorganiser. On éprouve le besoin de fixer un certain nombre de choses, de codifier un certain nombre de choses pour assurer la survie dans le temps de la Légion. Et là, il y a un personnage providentiel qui ne surgit pas tout à fait de nulle part, parce que c'est un grand officier, c'est le général Rollet. Et le général Rollet, c'est le père fondateur de la Légion moderne. Il y avait Stoffel en 1931, il y avait Chabrière à Magenta, et il y a Rollet qui arrive dans les années 30. Le général Rollet a participé au combat du RMLE pendant la Première Guerre mondiale, et en 1931, il se fait nommer premier général inspecteur de la Légion. Et à ce titre, il va profondément réorganiser le fonctionnement de la Légion, allant jusqu'à préconiser un système qui prévaut encore de nos jours, c'est-à-dire que la Légion administre, gère, forme ses légionnaires avec des unités qui lui sont propres, mais que, par ailleurs, elle a d'autres régiments, qui sont des régiments purement opérationnels, dont elle va déléguer l'usage à des brigades ou des divisions opérationnelles pour partir sur le terrain. Et donc, en fait, Rollet est celui qui va aussi, à un moment donné, fixer les traditions de la Légion. Et c'est lui qui, à Sidi Bel Abbès, le quartier général de la Légion, va créer la Voie Sacrée. La Voie Sacrée, c'est cette place d'armes au bout de laquelle Rollet va installer un monument aux morts. Et en 1931, au 100e anniversaire de la création de la Légion, va apparaître ce globe terrestre que vous connaissez tous, qui aujourd'hui se trouve à Aubagne, avec les 4 légionnaires de chaque côté. Voilà. C'est lui qui va sacraliser la Voie Sacrée, qui va, je dirais, organiser toute une espèce de mythologie presque un peu religieuse autour de la Légion. Et c'est aussi Rollet qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va essayer de créer des traditions nouvelles pour qu'elles soient pérennisées. Le code d'honneur du légionnaire date de cette époque-là. La lecture du combat de Cameron ne date pas tout à fait de cette époque-là, mais elle est institutionnalisée à cette époque-là. Vous avez tous assisté à des célébrations de Cameron, il y a toujours un moment où on procède au récit du combat, à la lecture du combat de Cameron. Alors on pense que ça a toujours été fait. Non. En fait, il y a un lieutenant qui s'appelle le lieutenant François, qui en 1906 est à Tralong, en Annam, au fin fond de la forêt, et il se pose un peu la question de savoir comment il va pouvoir redynamiser sa section de légionnaires. Et il se dit qu'il faut qu'il aille chercher dans les histoires anciennes des histoires un peu galvanisantes pour essayer de relancer sa troupe. Et un peu par hasard, il tombe sur des récits de témoins du combat de Cameron. Il va réécrire le combat et en fait il va le lire à ses légionnaires. Et puis ça va faire un peu tache d'huile. Dans d'autres unités, on va faire la même chose, jusqu'à ce que finalement, à partir des années 20 et des années 30, on codifie la cérémonie de Cameron, on décide de porter la main du capitaine d'Anjou, qui ne se faisait pas avant, et qu'on fasse la lecture du récit de Cameron. Donc Rollet, personnage intéressant, personnage qui est clairement aussi lié à Sidi Bel Abbès. Alors, je voudrais quand même vous parler un court moment de Sidi Bel Abbès. Sidi Bel Abbès, c'est quoi? C'est un carrefour de route, avec 3 baraques en planche, pas très loin de la montagne, et pas très loin d'une palmeraie. Vous avez tous vu ces westerns dans lesquels on a des gens qui viennent d'Europe, qui s'embarquent sur des chariots, qui traversent la grande plaine, et puis qui s'arrêtent à un carrefour de route.
où il y a 3 bonimenteurs dans un saloon qui essaient de leur vendre 3 bricoles, et puis ils progressent, ils avancent vers l'est, vers l'ouest, pardon, vers le Pacifique, au fur et à mesure qu'avance le chemin de fer. Eh bien, la conquête de l'Algérie, c'est exactement la même chose. La conquête de l'Algérie, ça se passe d'abord sur le littoral algérien, et puis ensuite on progresse, on va vers la montagne, au fil de l'avancement des travaux du chemin de fer, au fil de l'implantation des colons. Et Bel Abbès, à l'origine, c'est rien. C'est même pas une ville. C'est même pas quelque chose qui est occupé par des Algériens. Et on décide, à un moment donné, par ordonnance royale, que comme Bel Abbès, à l'époque, est un nœud, un carrefour stratégique, on doit y implanter une garnison française. Et on se dit que les seuls qui sont capables de faire pousser quelque chose dans le désert sont les légionnaires. Donc, on décide qu'on va y implanter la Légion. Alors en fait, très vite, la Légion s'installe sur un territoire d'à peu près 42 hectares. La Légion construit des hôpitaux, des écoles, une caserne qui s'appellera la caserne Vienno. On construit des stands de tir. Ça devient une ville dont l'organisation et la construction et l'agencement va être confiés à un capitaine du génie, avec des rues bien droites, avec des carrefours bien propres, avec une caserne dont on dit qu'elle abrite le plus prestigieux mess des sous-officiers de l'armée française, avec un mess des officiers qui est la bibliothèque la plus prestigieuse d'Afrique du Nord. Ça devient un lieu de vie mondaine, ça devient aussi un lieu où Rollet va décider qu'à partir de là, on va organiser, gérer et administrer la Légion. Donc tout légionnaire qui va s'engager dans un poste de la Légion en France métropolitaine, va s'embarquer sur le bateau à Marseille, va débarquer à Oran, le grand port militaire d'Algérie, va être acheminé à pied ou en train jusqu'à Bel Abbès, et là, il va être formé. Et donc, Bel Abbès devient le cœur sacré de la Légion. C'est là où tout se passe. Et assez vite, on y installe un musée, puisque Rollet veut à tout prix que la traçabilité de l'histoire de la Légion soit maintenue. On y installe un musée, ça devient une ville, grande ville, aux abords de laquelle sont construits des champs de tir, des entrepôts, etc. Et cette ville, ma foi, en 1961, en sachant qu'elle est partie de nulle part, va compter à peu près 100 000 habitants. Effet extraordinaire dans l'histoire de l'administration française, comme c'était une ville de garnison, les maires et les conseillers communaux de Sidi Bel Abbès seront souvent des officiers, voire même des officiers à titre étranger, et la République française a inventé pour eux le rôle de conseiller municipal à titre étranger. Parce qu'à un moment donné, le régiment était commandé par la Légion, la ville par la Légion, les écoles étaient, et les infirmeries, on y trouvait les femmes des légionnaires, les officiers de Légion. Donc c'est vraiment, on a organisé Bel Abbès pour être le point de chute du légionnaire. Et quand la Légion étrangère va quitter l'Algérie en 62, la voie sacrée est démontée, le monument aux morts que vous connaissez est démonté, tout ça va partir à Aubagne, on va vider l'ensemble des pièces, et les légionnaires vont se retrouver sac aux pieds dans la nuit, pour leur dernière nuit de présence à Bel Abbès. On va allumer un grand feu, et on va brûler les pavillons noirs pris à Tuniencourt. Parce qu'à la Légion, on tient ses promesses. Et quand on a dit quelque chose, on le fait. Et les oriflammes des pavillons noirs ne franchiront pas la Méditerranée dans l'autre sens. Vous voyez, à la Légion, on a le sens du cérémonial, de l'histoire et de la tradition. Alors c'est vrai que Bel Abbès est intimement lié à l'histoire de la conquête de l'Algérie. Je voudrais vous dire un mot de la conquête de l'Algérie que je vais résumer très brièvement, parce que je pense qu'il faut comprendre ce qui s'est passé en Algérie pour comprendre l'histoire de la Légion. Je vous ai brièvement parlé tout à l'heure de l'Indochine. L'Algérie, c'est un cas encore à part, puisqu'en fait l'Algérie ne sera pas une colonie, mais l'Algérie sera la France.
Parce qu'en Algérie, on a organisé l'Algérie en départements. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose que tout le monde ne comprend pas à l'étranger. La Tunisie était une colonie, le Maroc était une colonie, la Centrafrique était une colonie, certes française, mais l'Algérie, c'est la France. Et donc, en fait, dans les différents départements, on trouve des préfets, et partout dans le territoire algérien, on trouve une organisation politique, administrative et économique qui est celle de la métropole. Et non seulement l'Algérie, c'est la France, mais en plus, il se trouve que dans ces départements d'Alger, d'Oran et de Constantine, la France va mettre en place, sous la Troisième République, un fameux décret qu'on appelle le décret Crémieux, en 1870. Et ce décret accorde la nationalité française aux Juifs d'Algérie, ce qui est assez unique dans les annales de la République, parce que ce n'était pas le cas en France métropolitaine. Donc en vérité, les nombreux Juifs qui sont déjà à Alger ou en Afrique du Nord en appellent d'autres pour qu'ils viennent en Algérie, qui devient pour eux une sorte de deuxième patrie, puisqu'ils y ont le droit d'acquérir la nationalité française et qu'ils sont donc français à part entière. Par ailleurs, l'Algérie, qui était assez faiblement peuplée, je ne parle pas du littoral, mais du pays, doit absolument faire l'objet d'une espèce de mise en valeur économique. Donc en fait, on va chercher, pour peupler l'Algérie, des colons qui viennent de partout, d'Espagne, d'Italie, de Malte, beaucoup de Suisses, énormément de Suisses s'installent en Algérie, et ceux-ci vont exploiter le territoire. Et en fait, il y a une espèce d'économie florissante qui va se créer en Algérie, où plusieurs générations de colons vont vivre, ayant le sentiment qu'ils sont chez eux, authentiquement chez eux. L'agriculture se porte très bien en Algérie. Il y a un père blanc, un missionnaire, qui, voyant un peu ce qui se passe autour de lui, se dit « Tiens, on produit des oranges, on produit des mandarines, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on produise un fruit qui est la taille de la mandarine, qui se mange plus facilement qu'une orange, mais qui n'est pas de pépins comme la mandarine. » Et en fait, c'est le père Clément qui va créer la clémentine. Et la clémentine, c'est un des emblèmes de la production agricole française en Algérie. Et tous ces colons français, on les appelle les pieds noirs. Pourquoi les pieds noirs? Parce qu'ils sont blancs, bien évidemment, le plus souvent, mais ils sont nés sur la terre africaine, donc ils ont au moins, alors qu'ils sont blancs, le pied noir. Et tous ces pieds noirs vont participer à l'ensemble des guerres, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Toutes les guerres où sont engagés les contingents français, on trouve des soldats algériens. Ils sont soit, entre guillemets, indigènes, soit européens, mais les Algériens participent au même titre que l'Ardennais, le Basque ou le Breton à l'effort de guerre. Quand il est pied noir, il rejoint des régiments de zouaves, et quand il est indigène, il rejoint des régiments de tirailleurs ou de spahis. C'est comme ça qu'on fait la différence. Les Algériens vont combattre partout, sur tous les théâtres d'opération, en Europe, en Indochine, et puis bien évidemment, c'est la guerre de décolonisation qui se met en place. C'est une guerre lente, poisseuse, qui n'est pas faite de vrais combats, et qui va se terminer par l'indépendance de l'Algérie. Je reviendrai sur ce moment dans quelques instants. Je ne vais pas m'attarder sur l'Indochine. L'Indochine, on en a déjà beaucoup parlé. Je voudrais peut-être juste faire un détour du côté de Dien Bien Phu, 1954. Il y a des batailles comme ça qui sont marquantes dans l'histoire de l'armée française, dans l'histoire militaire du XXe siècle tout court. Il y a Verdun dans la Première Guerre mondiale. Il y a Dien Bien Phu en Indochine. Alors Dien Bien Phu, c'est une erreur stratégique majeure. On n'aurait jamais dû prendre la décision de s'installer à Dien Bien Phu.
On pensait qu'on avait trouvé l'endroit idéal pour contenir les assauts des Viettes. On s'est enfermé patiemment, bêtement, dans une cuvette, laissant les Viettes s'installer sur les hauteurs. Et ben, vous connaissez l'histoire. C'est 50 jours d'un combat acharné, dans les tranchées, dans la boue, au corps à corps. La Légion étrangère fournira près de 50% de l'effectif du corps expéditionnaire français en Algérie. Ce sont des combats acharnés, et sur les à peu près 12 000 légionnaires qui ont combattu à Dien Bien Phu, à peu près 2 000 seront tués, 10 000 partiront dans les camps Viettes, à peu près 2 000 en reviendront. Et il y a des photos prises par des journalistes dans les camps de prisonniers français et Viettes, où on voit des corps décharnés comme ceux qu'on voit à Buchenwald ou Mauthausen. Dien Bien Phu, ça a été une saignée pour l'armée française, mais ça a été aussi un choc. Ça a été un choc parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la perle de l'empire colonial, et puis que la France et les Français s'identifiaient à ce peuple-là. Bon, il y a eu un moment marquant de l'histoire de l'Indochine, c'est quand, bien évidemment, les Japonais ont conquis cette colonie, et que les Indochinois se sont rendus compte que finalement le colonisateur n'était pas invincible, puisqu'il avait perdu contre les Japonais. Et à partir de 1946-1947, fort de cette expérience, les Vietnamiens vont se mettre en place, vont se mettre en route pour patiemment reconquérir leur indépendance. Ils étaient chez eux, après tout, pourquoi pas. Tous leurs chefs, que ce soit leur chef politique ou leur chef militaire, étaient francophones, ont tous été formés en France, ont tous appris le marxisme, le léninisme et le communisme dans les universités françaises, un normal sup pour certains dans les plus grandes écoles, et sont revenus complètement endoctrinés dans leur pays, aidés par la Chine qui venait de se débarrasser de Chiang Kai-shek, et voilà. C'est donc la guerre d'Indochine qui s'est mise en route, et qui se termine par cette bataille de Dien Bien Phu. La Légion a eu du mal à quitter l'Indochine. Ceux qui ont servi là-bas racontent que les Indochinois s'agrippaient aux ridelles des camions et qu'à coup de crosse, il fallait les décrocher, parce qu'on ne pouvait pas les prendre avec nous. Alors quand le contingent rentre en Algérie, il y a une deuxième opération militaire qui est déclenchée tout de suite après Dien Bien Phu, en 1956. C'est l'opération de Suez. Vous la connaissez, la Légion n'y participe pas, mais je vous la raconte quand même, en 2 mots, parce qu'il y a une continuité dans mon histoire. Suez, le président Nasser décide, au moment de l'indépendance, de nationaliser le canal de Suez, qui appartenait grosso modo à l'Angleterre et à la France, et il décide que maintenant c'est égyptien. Les Anglais et les Français se rebiffent, envoient des parachutistes sur Suez, prennent rapidement le canal de Suez, mais sont sommés par les Américains de se retirer. Parce qu'à peu près au même moment, on est fin octobre, début novembre 1956, les Russes ont pris la Hongrie, il y avait le soulèvement de Budapest, ils ont maté le soulèvement de Budapest, et les Américains expliquent aux Français et aux Anglais qu'on ne peut pas mener une guerre coloniale tout en vous reprochant aux Soviétiques leur invasion en Hongrie. Donc, après avoir connu les combats de la Seconde Guerre mondiale, compliqués, certains officiers qui ont été faits prisonniers, qui ont été en déportation, qui ont été repris, qui ont connu l'Indochine, qui s'est mal terminée, qui ont connu l'affront de Suez, se retrouvent en Algérie. Avec tous ces Algériens dont je vous ai parlé, ces pieds noirs qui s'imaginent qu'ils sont chez eux depuis toujours. Et là, quand à un moment donné le général de Gaulle décide l'indépendance de l'Algérie, qu'il avait en tête depuis très longtemps, parce qu'il avait compris que la France ne pouvait pas rester une puissance coloniale, en fait, il prend tout le monde de court, et notamment les militaires. Et la présence française en Algérie
va se finir en avril 61 par ce fameux putsch d'Alger, à laquelle la Légion étrangère va prendre une part importante. Importante parce que la Légion étrangère s'identifiait pleinement à l'Algérie, à Sidi Bel Abbès. Elle était chez elle et qu'elle ne se voyait pas se reconstruire ailleurs. Alors oui, vous allez me dire, ce n'est pas le rôle d'un officier de se rebeller, de remettre en cause l'autorité de l'État, et vous avez raison. Mais je veux simplement, en dressant ce petit parcours qui commence en Indochine, qui passe par Suez et qui se finit en Algérie, vous expliquer quel était l'état d'esprit de ces gens comme Benoît de Saint-Marc, qui avaient été résistants, déportés à Buchenwald, qui avaient combattu en Indochine, et auquel là, on va expliquer que c'est une couleuvre de plus à avaler. Ils ont dit non, ce renoncement-là, on ne va pas l'assumer. Voilà. Ils ont pris leurs responsabilités, la Légion a joué un rôle important, plusieurs régiments ont été dissous, et la Légion est rapatriée en métropole et s'installe à Aubagne, dans la banlieue de Marseille, avec le général commandant de la Légion étrangère, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, reprend les prérogatives de ses prédécesseurs de Sidi Bel Abbès. À partir d'Aubagne, il va gérer, administrer et former les légionnaires. Il a pour ça à sa disposition le 4e régiment étranger d'infanterie, qui est un régiment de formation, et le 1er régiment étranger d'infanterie, qui est ce régiment, justement, qui s'occupe de toute la logistique. Et la Légion étrangère est composée d'autres régiments dont les personnels sont gérés par la Légion, mais qui, sur le plan opérationnel, dépendent du général commandant la brigade parade, du général commandant la 6e brigade blindée, etc., etc. La suite de l'histoire de la Légion, vous la connaissez, c'est le Tchad, c'est le Liban, c'est Kolwezi en 78, la plus grande opération aéroportée des temps modernes jamais menée avec succès, quand le 2e REP est largué depuis des avions américains sur la province du Shaba, dans cette région du Katanga, pour sauver des Européens, des Français, des Blancs essentiellement, qui travaillaient dans les mines du sud du Congo et qui avaient été attaqués par des rebelles communistes qui venaient de l'Empire. Une guerre éclair qui est menée en quelques jours et qui fait du colonel Erula un personnage aussi hors du commun et qui va rentrer dans le panthéon de l'histoire de la Légion. Et puis plus récemment, la guerre du Golfe, l'Afghanistan, le Sahel, tous ces théâtres d'opération sur lesquels la Légion étrangère s'est illustrée. Alors je vous l'ai dit, la Légion étrangère c'est à peu près 10 000 hommes, avec un tournus annuel d'à peu près 1500 personnes. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui sont capables de gérer 10 000 personnels et dont la direction des ressources humaines est capable de gérer annuellement, sans qu'il y ait le moindre problème, un turnover de 1500 personnes par an, issus de 150 nationalités différentes, parlant tous des langues différentes et arrivant dans un pays qu'ils ne connaissent pas forcément. La Légion étrangère, ça le fait tous les ans. Alors le recrutement de la Légion étrangère, on va parler des Suisses dans un court moment, il est à l'image de ce qui se passe dans le monde. En 1936, pendant la guerre d'Espagne, beaucoup de républicains espagnols, alors que la guerre était perdue, vont rejoindre les rangs de la Légion étrangère. En 1956, après l'invasion de Budapest, beaucoup de Hongrois. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens et d'Italiens. Et puis plus récemment, après la chute du mur de Berlin, beaucoup de gens d'Europe de l'Est. Le recrutement de la Légion est significatif des fluctuations de la géopolitique mondiale et de l'organisation de l'ordre du monde. Aujourd'hui, les nationalités les plus représentées à la Légion, aujourd'hui, cette année, sont le Brésil, la Colombie et le Népal. Le Brésil et la Colombie parce que ce sont des pays dans lesquels il y a quand même une pauvreté endémique assez forte, et le Népal parce que les Anglais ne recrutent quasiment plus de Gourkhas. Et que donc, en fait, les Népalais qui se destinaient à servir dans les régiments anglais, aujourd'hui, se tournent principalement vers la Légion. L'engagement initial est, comme toujours, un engagement de 5 ans.
5 années durant lesquelles un légionnaire doit habiter au quartier, ne peut pas se marier, ne peut pas avoir de voiture, et peut, s'il le souhaite, servir sous une identité d'emprunt. Alors, certains servent sous une identité d'emprunt pendant 1 an, qui est la période réglementaire normale, d'autres peuvent servir sous une identité d'emprunt toute leur vie. Ce qui crée des situations parfois un peu cocasses, parce que quand on sert sous une identité d'emprunt, on n'a pas vraiment d'existence légale. Donc on n'a pas vraiment de carte d'identité. Donc on ne peut pas vraiment aller ouvrir un compte en banque à la BCV en ville, ou au Crédit Agricole d'Orange. Donc en fait, la Légion a passé un accord avec la Poste, qui est aussi une banque, la banque postale. Dans chaque régiment de Légion, il y a un guichet de la banque postale où les légionnaires ont un compte sous un faux nom. Et comme on ne peut pas faire de versement automatisé, les légionnaires sont payés en liquide avec un faux nom. Et vous avez les adjudants-chefs qui, après 30 ans de service, servent toujours sous un faux nom et qui, au moment où la solde est distribuée en fin de mois, saluent, posent le képi, ramassent les billets et les pièces, les mettent dans le képi, s'en vont en saluant le trésorier et vont verser l'argent en liquide au bureau postal de la poste du régiment. Ça fait partie de ces choses un peu spécifiques à la Légion, mais qui font, je dirais, mais voilà, qui sont tolérées et acceptées. Tout légionnaire français peut, à partir d'un certain nombre d'années de service, demander la nationalité française, à condition qu'il ait pour cela un certificat de bonne conduite, qui est le document qui va l'accompagner pendant sa durée de vie à la Légion. Il y a une exception un peu particulière. Un légionnaire qui est blessé au combat peut, depuis quelques années seulement, obtenir la naturalisation française dite par le sang versé. C'est un combat de longue haleine qu'a mené la Légion pour obtenir que des légionnaires blessés au combat puissent devenir français à titre un peu particulier. C'est bien évidemment une disposition qui a été très sévèrement combattue au Parlement par la gauche et l'extrême gauche, mais il y a quelques années, cette disposition a été acceptée, et donc on a donc une procédure de naturalisation dite par le sang versé qui s'est mise en place. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des Népalais, des Brésiliens, des Colombiens, quid des Suisses maintenant? Alors les Suisses, oui, on a dit qu'ils étaient entre 40 et 80 000, les chiffres ne sont pas très précis, mais pour une raison très simple, c'est que beaucoup de Suisses, quand ils se présentaient dans un bureau d'engagement de Légion, ne voulant pas avoir de soucis, disaient qu'ils étaient tout sauf Suisses, forcément. Et s'ils étaient francophones, ils disaient qu'ils étaient monégasques, français, canadiens, belges. Je crois qu'il y a, dans l'histoire de la Légion, plus de légionnaires monégasques qu'il n'y a d'habitants à Monaco. Donc, beaucoup de Suisses se sont engagés sous une identité d'emprunt, et beaucoup de Belges, de Français ou de Canadiens disaient qu'ils étaient Suisses. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a quand même un moment où on arrive à réconcilier un peu les chiffres. Ces chiffres des Français au service de l'étranger, ben vous les connaissez. On dit que depuis 1477, qui est la date à laquelle Louis XI signe un traité avec la Suisse pour que des Suisses puissent servir en France, de 1477 à 1830, il y a à peu près 1 million de Suisses qui ont servi en France, dont 500 000 seraient morts au combat, 1 sur 2. Alors ces chiffres, ne les prenez pas pour argent comptant. Simplement, retenez l'ordre de grandeur. Dites-vous bien qu'en 1800, la Suisse comptait 1,8 million, 1,9 million d'habitants. Et qu'en 1850, la Suisse comptait 2,8 millions, 2,9 millions d'habitants. Faites le rapport. 1 million ont servi pendant plusieurs siècles, dont 500 000 sont morts. Et à la Légion étrangère, on imagine voilà, qu'entre 40 et 80 000 Suisses ont servi. On ne connaît pas exactement le nombre de morts. Quand on voit le nombre de morts sur le monument du consulat général à Genève, on se dit qu'ils étaient quand même extrêmement nombreux. Extrêmement nombreux. Cette histoire de nationalité, elle est drôle. Lorsque je servais à Orange, au premier REC, le président des sous-officiers était le major Bollens.
qui faisait régner une discipline de fer et qui était un personnage emblématique du REC. Même nous, les officiers, on en avait peur, les jeunes lieutenants. Et Bollens était belge. Bon, très bien. Il y a quelques années, je me présente à une réunion de l'amicale de Suisse romande et je vois un type habillé en blazer bleu qui me dit « Voilà, je ne suis pas ancien légionnaire, mais mon frère est légionnaire, je m'appelle Bollens. » Je dis « Mais Bollens, mais vous venez d'où » Ben, il me dit « De Saxon, bien sûr. » Je dis « De Saxon ?»« Oui, oui, de Saxon, de Fully, je suis valaisan et je suis le frère du major Bollens. » Je lui dis « Mais donc vous n'êtes pas suisse ?» Donc le type me prend pour un con. Ben non, en fait, si, il était valaisan, il était suisse, et Bollens était suisse. Et on a tous cru qu'il était belge. Et donc, en fait, ça c'est une de ces particularités qui font qu'effectivement, à un moment donné, il n'est pas forcément évident de savoir qui est suisse à la Légion étrangère. Le fait est que les Suisses étaient nombreux, je vous ai parlé de cette Légion suisse, de ces officiers suisses. Les Suisses étaient d'autant plus nombreux que pendant toute une période, la Suisse a accepté, sans coup férir, que les Suisses servent à la Légion. Et en fait, la Légion étrangère, jusqu'en 1927, n'était pas considérée comme une armée de mercenaires, mais comme une armée à part entière. Et donc, à ce titre-là, le Suisse pouvait servir à la Légion. À partir de 1927, il y a quelque chose dans la réglementation qui change, et en fait, on interdit aux Suisses de servir à la Légion étrangère sous peine de poursuite, et surtout, si le Suisse n'a pas fait son service militaire avant de rejoindre la Légion étrangère, là, les peines sont encore plus importantes. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont servi à la Légion étrangère, mais qui encore aujourd'hui ne le disent pas, des gens qui appartiennent à une certaine génération, qui ne le disent pas de peur d'être montrés du doigt ou qu'on ait le sentiment qu'ils aient fait quelque chose d'incroyable. Bon. Le code pénal militaire suisse va sévèrement sanctionner les Suisses qui vont quand même servir à la Légion étrangère. Un certain en rentrant vont faire de la prison. Aujourd'hui, ça s'est considérablement assoupli et je pense qu'on peut dire qu'il y a moins de Suisses qui servent à la Légion étrangère qu'à une certaine époque. Au musée militaire de Morges, nous avons eu la chance, avec les différentes amicales de Suisse, de monter, avec l'autorisation de Mme Zeyer, qui est la conservatrice du musée, la directrice du musée, nous avons eu l'occasion de monter une exposition dans une des tours du musée qui retrace la vie d'un certain nombre de Suisses à la Légion étrangère. Et il y a notamment l'histoire de Magnin, ce valaisan, qui en fait sert en Indochine, qui va se porter volontaire pour sauter sur Dien Bien Phu, et qui va être porté disparu. Alors la Légion étrangère va envoyer un courrier à sa famille, à Chara, en disant bah, « écoutez, voilà, votre fils, le légionnaire Magnin, est porté disparu ». Et puis, une tournée d'inspection de la Croix-Rouge dans les camps Viettes tombe sur Magnin. En fait, Magnin avait été fait prisonnier, il est ressuscité. Donc la Croix-Rouge envoie un courrier à Chara, à la famille de Magnin, en disant « non, on a retrouvé votre fils ». Et Magnin, après la guerre d'Indochine, on le retrouvera en Algérie, dans une compagnie saharienne portée, et son fils nous a légué cette belle tenue, avec ce sarouel, avec cette cape, qui se trouve au musée militaire de Morges. On a essayé au musée militaire de Morges de mélanger la petite histoire de 4 Suisses, qui nous semble particulièrement représentative des Suisses qui ont servi à la Légion, avec la grande histoire de la Légion. Je vous invite à aller faire un saut du côté de Morges si vous en avez l'occasion. Je voudrais terminer par une petite anecdote. J'essaierai d'être bref. Il faut que vous alliez voir sur YouTube, absolument, l'éloge que Maurice Druon fait à l'Académie française de Pierre Messmer. Alors Maurice Druon, je pense que vous le connaissez, c'est le neveu de Joseph Kessel. C'est avec Joseph Kessel qu'à Londres, les deux vont écrire le chant des partisans. Amis, entendez les sauts du pays qu'on enchaîne. Le chant des partisans. C'est Druon qui l'a écrit avec Kessel. Il sera un des premiers résistants aux côtés de De Gaulle à Londres. Et puis Druon, c'est un homme de lettres, un homme de plume.
Il va écrire cette saga fameuse qui s'appelle Les Rois Maudits. Il va faire les belles heures de la télévision française dans les années 70. Et Druon va se retrouver secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et il va faire l'éloge de Mesmer. Pierre Mesmer, administrateur des colonies, qui à un moment donné, voyant que la France est terrassée, va s'engager aux côtés de De Gaulle, qui va rejoindre la 13e DBLE, va combattre en Érythrée, en Somalie, à Bir Hakeim. On le retrouve ensuite au Levant, et puis il va faire une carrière après la guerre d'administrateur et gouverneur des colonies, et on le retrouvera ministre des Armées, compagnon de la Libération, et il siège donc avec Druon à l'Académie française. Et Druon, c'est un peu comme Malraux, il a fait des phrases comme ça. Et il dit à Mesmer, « Mon cher Pierre, vous m'avez raconté, vous utilisez des subjonctifs assez compliqués, vous me racontiez un jour que vous aviez décidé de rejoindre la Légion étrangère. Et je vous ai demandé pourquoi. Et vous m'avez répondu, parce que je voulais faire la guerre avec des gens sérieux. » Voilà. Je vous la résume, mais c'est quand même un peu ça la Légion étrangère. C'est des gens sérieux. On prend les choses au sérieux, on marche d'un pas lent, on est discipliné, comme le sont tous les Suisses, et c'est pour ça que les Suisses ont fait carrière à la Légion étrangère. Parce que c'est un peuple qui a du bon sens, un bon sens solide de soldats paysans, qui fait que derrière, on est fidèle à son chef, fidèle à des devises, fidèle à un drapeau, et que du coup, les Suisses ont versé beaucoup de sang pour la France. Alors vous le savez, quand la Légion étrangère défile le 14 juillet sur les Champs-Élysées, contrairement à toutes les autres troupes qui, quand elles descendent les Champs-Élysées, se fendent en deux, en passant devant l'esplanade présidentielle, la Légion étrangère, elle, ne se coupe jamais en deux. Elle reste toujours d'un bloc, parce que la Légion, elle est unique, elle forme un carré, dans l'adversité comme dans les bons jours. La Légion étrangère reste toujours fidèle à ses traditions. Et sur ces mêmes Champs-Élysées, il y a l'Arc de Triomphe avec le soldat inconnu. Le soldat inconnu, par définition, il n'a pas de nationalité. Alors on peut se prendre à rêver et imaginer que le soldat inconnu pourrait être un légionnaire suisse, tombé en Champagne en 1916. Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet inconnu, devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Je vous remercie de votre attention.